Donc, je m'appelle Christina et je suis en charge de la transformation digitale des opérations chez L'Oréal, un programme qu'on a appelé Opération 4.0, donc vous l'aurez deviné, très fortement inspiré d'Industrie 4.0, mais plus large. Qu'est-ce que sont les opérations chez L'Oréal? Ce sont l'ensemble de métiers autour de la chaîne de valeur, de la conception technique de nos produits, du sourcing, de la partie production et de la partie supply chain. Et c'est vrai que chez L'Oréal, on connaît bien l'effet qu'on est numéro 1 mondial de la beauté, qu'on fait presque 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 11% en e-commerce. On connaît moins bien qu'on a 40 usines, qu'on produit 7 milliards de produits par an. On a 500 000 points de livraison et on fait une commande tous les 2 secondes. Et c'est ça notre terrain de jeu et c'est ça, en fait, les opérations 4.0. Alors, vous le savez, et vous êtes consommateurs aussi, nos consommateurs ont beaucoup évolué, plus dans les 5 dernières années que dans les 30 dernières années. Donc, ils sont hyper connectés, ils veulent tout de suite, tout le temps. Ils veulent de la confiance, au trust, on appelle ça, des produits qui sont safe. Ils veulent la personnalisation, ils veulent vivre des expériences. Et ça, forcément, ne change pas notre mission ultime, qui est la beauté pour tous, mais change énormément dans la façon, en fait, d'opérer. Ça, c'est un graphe qui montre un peu cet univers-là. Donc, vous voyez en gris la ligne de la demande offline, ce qu'on appelle, on va dire, notre circuit classique qui représentait en fait nos retailers et qu'on arrivait à temporer souvent par des stocks. La ligne en rouge, c'est la partie online, donc toute la partie e-com direct ou indirect. Quand vous avez la partie rouge qui représente uniquement entre 10 et 11% de votre chiffre d'affaires, où vous arrivez à piloter avec les mondes, ou en tout cas les organisations d'avant. Quand vous avez plus de 50% du chiffre d'affaires qui est avec cette courbe totalement volatile, et donc on identifie bien en fait en novembre, les 11 novembre, donc en fait les Singles Day, vous pouvez plus travailler comme avant, c'est pas possible. Et donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé nos insights consommateurs avec notre chaîne de valeur et on a défini notre programme qui repose sur 5 piliers. Je vais passer très rapidement sur les piliers pour expliquer ce qu'il y a derrière et après je vais juste faire un focus sur là où, alors jumeau numérique ou maquette numérique, là on est peut-être entre le niveau 2 ou 3 et parfois sur certains points sur le niveau 4, nous aide justement à s'adapter à ce nouveau monde. Donc les consommateurs deviennent impatients, ça veut dire que les rythmes de lancement de nos produits doivent s'accélérer. Donc un objectif, on a de passer de 18 mois, qui est aujourd'hui les temps moyens de développement d'un nouveau produit dans l'univers cosmétique, à 6 mois. Comment on fait ça? On le fait à travers évidemment le prototypage rapide, avec l'impression 3D ou la fabrication additive, mais aussi autour de la simulation. Donc on crée des maquettes numériques de nos produits, parce qu'en fait, juste un exemple tout bête, mais quand on fait beaucoup de tests sur nos produits, on fait plus de 100 tests sur nos produits avant de le mettre sur les marchés, dont un est le test de transport. Quand vous faites une bouteille de shampoing qui est dans une boîte, et là je vais peut-être parler avec des acronymes chez nous, donc vous m'arrêtez, mais dans une boîte où vous avez 6 shampoings qui sont dans une palette, qui arrivent chez notre code Carrefour ou chez un de nos retailers et qui après sont mis en rayon directement, là pour le coup vous êtes relativement tranquille parce que les produits ne subissent pas de force, ou en tout cas on testait, donc on avait beaucoup de tests autour de ça, mais avec des cartons qui étaient complets. Quand vous êtes sur l'e-commerce et que votre shampoing est à côté d'un t-shirt, des machines, d'un appareil photo et d'un livre, c'est pas tout à fait la même chose. Et nous, on doit être responsable pour se dire que jusqu'au consommateur, notre produit va arriver intègre. Et donc ça, malheureusement, je peux pas simuler, je peux pas tester tout ce qu'il peut y avoir dans un colis e-com. Et donc c'est la simulation qui nous aide en effet à voir les différentes forces ou les différentes simulations qui pourraient nous aider. Et ça, c'est relativement récent. Un autre exemple peut être aussi sur, on travaille, donc on a des engagements très forts sur la sustainability, on a un programme très ambitieux et en fait pour trouver la juste mesure entre l'épaisseur par exemple d'une paroi d'un shampoing qui doit résister justement à tous ces chocs avec les transports mais qui soit vraiment les plus légers pour avoir un impact environnemental les plus faibles possibles, là pareil on travaille beaucoup sur la simulation. La deuxième, c'est toute la partie connectée. Alors, on appelle ça assets connectés. Ça peut être en effet nos produits, mais ça peut être aussi nos équipements, nos lignes de conditionnement. Ça peut être aussi notre publicité sur lieu de vente. Et en fait, c'est quelque part la plateforme IoT
qu'on peut générer. Et en fait, dès qu'un produit parle, là pour les coups, vous avez beaucoup de possibilités, que ce soit côté consommateur en apprenant plein de choses, la traçabilité, d'où qui a fait le produit, comment utiliser ces produits-là, ou chez nous en interne aussi pour optimiser nos processus. Il y a un troisième point, et là pour les coups, la courbe que vous avez vue et l'exemple précis. Aujourd'hui, ou en tout cas avant, quand j'ai passé d'un format de parfum, par exemple, à un deuxième format de parfum, l'arrêt de ligne est à peu près de 4 heures. Alors, pour les cadences moyennes, c'est 4 heures. Pour les très hautes cadences, ça peut arriver jusqu'à 2 jours. Donc, il est évident que j'optimisais, du coup, les nombres de production que je faisais entre 2 changements de format pour justement diminuer ça et avoir une performance qui était accrue. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Sinon, je rate totalement ma demande. Donc, ça veut dire que comme je vais avoir des batchs de plus en plus petits, il faut que le temps de changement de format, vide de ligne et compagnie soit totalement optimisé pour que je puisse m'adapter à cette nouvelle agilité qui est demandée de toute façon par les marchés. Et donc, c'est là où on travaille avec beaucoup de vision, beaucoup de cobotique pour diminuer ça. Et donc, j'ai un exemple sur des parfums. On arrive à passer sur une même ligne 20 formats différents de parfums avec un temps de changement de format de 20 minutes. Et là, pour les coups, c'est un cours. La quatrième priorité est autour de la personnalisation. Alors, la personnalisation chez nous, c'est un produit qui est que pour vous, donc vraiment une formule qui est que pour vous, suite à un diagnostic. Donc, on a plusieurs initiatives en cours. L'étain particulier, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur des fonds de teint. Alors, il y a beaucoup d'amateurs de fonds de teint dans la salle, j'imagine. Mais vous allez, par exemple, au Galeries Lafayette, sous la coupole, et vous avez une machine. Vous avez un appareil qui va prendre les couleurs de carnation sur 3 points et qui va fabriquer sous vos yeux un fond de teint qui n'est que le vôtre. Donc, vous imaginez un peu, donc ceux qui connaissent les milieux industriels, nos cuves de fabrication qui sont dans un environnement plutôt, alors pas salle blanche, mais pas loin. Et là, vous êtes au milieu, sous la coupole, aux Galeries Lafayette, avec une contrôle qualité qui ne peut pas être statistique parce que vous avez le batch of one. Donc, il doit être bon par définition, etc. Donc, voilà, tout ce qu'on a pu travailler autour de ça, parce qu'il est évident que nos standards en termes de qualité doivent rester exactement les mêmes. Et enfin, donc, la donnée. Et donc là, c'est la révolution d'après. On a énormément de données. Alors, moi, j'ai dit parfois qu'il est sous le matelas, donc il faut aller la chercher. Donc, on est en train de travailler justement pour pouvoir avoir des plateformes qui nous permettent d'exploiter ces données et passer peut-être au niveau 5, où on aura des jumeaux numériques qui nous permettent d'avoir des informations en temps réel. Alors, je vais juste, donc on a un peu parlé de maquettes, de jumeaux numériques dans la première partie. Concernant les opérations, vraiment la partie manufacturing 4.0, je vais vous donner un exemple et après, je vous passerai une petite vidéo, résume un peu de notre transformation et je passerai la parole au suivant. Dans le temps, quand on fabriquait des cuves de fabrication, donc je ne sais pas si vous êtes tous familiarisés, mais en gros, c'est une grosse casserole où on produit en fait nos produits, nos crèmes, nos fond de teint, nos shampoings. On dessinait sur plan, est évident. Puis après, on a dessiné évidemment à mode CAO, donc dessin par ordinateur. Mais on passait assez vite finalement dans le physique. Donc nous, on allait chez notre fournisseur, on validait tous les paramètres, on appelait ce qu'on appelle les FAT. Et puis après, donc on transportait cette cuve, on arrivait dans nos usines, on implémentait. Et là, s'il y avait quelque chose à corriger, c'était un peu tard. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que tout se fait dans le numérique, vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la validation, et on passe dans le physique uniquement quand on a vérifié non seulement que la machine répond à tous les cahiers de charges qu'on a définis, mais en plus qu'elle répond dans les lieux. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, et c'est une anecdote que le responsable du projet me disait, on a équipé donc, nos opérateurs pour ce type de design de lunettes, donc c'est réalité mixte. Et en fait, je lui disais, mais ça leur fait pas bizarre aux opérateurs de se mettre la lunette, etc. Et il me disait, moi j'avais un peu peur, mais finalement, il ne faut pas oublier que cette révolution numérique a commencé plutôt chez les consommateurs, alors que d'autres révolutions industrielles commençaient chez nous. Et donc, du coup, ils ont l'habitude de mettre des casques. Et donc, voilà, le premier a mis un casque, ça a pris quelques minutes, et tout d'un coup, il a dit, attends, tu ne veux pas mettre ça un peu plus haut, là, parce que sinon, je n'arrive pas à appuyer, c'était le tableau de bord. Et là, la personne qui gère le projet s'est dit, ça y est, c'est vendu. C'est-à-dire qu'en fait, il a totalement intégré ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus un seul design, que ce soit de ligne ou de cuve, qui ne se fait pas avec cette méthodologie, ce qui permet aussi d'intégrer toute la partie ergonomie et l'imaginer dans le lieu tel qu'il aura, avec les poutres qu'on a imaginées ou qu'on a rajoutées suite à je ne sais pas quoi, etc., etc.
Donc voilà, donc on travaille pas mal là-dessus. Encore une fois, petit à petit, hein, parce que c'est quand même quelque chose c'est un long chemin et tout évolue. Et donc voilà, et notre objectif principal dans cette transformation, c'est vraiment essayer de répondre aux besoins de nos clients, évidemment de nos consommateurs, mais aussi faciliter en fait la vie des gens, des employés. J'ai une petite vidéo donc, qui résume pas mal en fait ces programmes de transformation que je vous passe et puis après je vais devoir partir. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Christina, je pense qu'on peut l'applaudir.